Elle est impeccable. Bon, bah, écoutez, bienvenue à cette revue, présentation de plan de prévention. C'est annuel, hein, ici. On est satisfait, content de vous voir participer parce que c'est bien, beaucoup d'entreprises les font avec peu de participation. On ne se connaît pas, donc je suis relativement récent dans l'entreprise, ça fait 9 mois que je suis là. Je suis le directeur technique, je m'appelle Laurent Sourlier. En revanche, j'espère qu'on ne se reverra pas, parce que s'il y a des manquements en sécurité, on risque de se revoir, mais dans mon bureau. Hein, je suis très clair sur le sujet. La sécurité ici, on va passer un cran dessus. Je ne suis pas quelqu'un de sympathique sur le sujet de sécurité. J'ai eu à avoir beaucoup d'accidents de travail. Hein, j'ai un vécu industriel depuis plusieurs années. Et la sécurité, je ne suis absolument pas satisfait de ce qui se passe sur le terrain. D'accord? Que ce soit pour vous, tant pour nous. D'accord? J'ai des consignes qui sont claires. J'ai donné des consignes claires aux gens de chez nous, à l'encadrement. Je cherche, entre guillemets, 240 victimes cette année. Je vais faire des snaps et j'ai demandé 240 snaps cette année. On passe de très peu à 240 remarques sécurité. Il faut savoir que ce sera plus facile pour mes gars de les faire chez vous que de les faire chez nous. D'accord? Donc, on va faire très attention à ce que vous faites sur le terrain, et pas que sur le terrain. Il y a aussi le documentaire, il y a aussi le réglementaire, il y a beaucoup de choses. D'accord? Il est clair que je ne dis pas que je vous attends au virage, mais je vous passe le message, on passe un cran dessus. D'accord? Donc, les manquements de casque, harnais de sécurité, de signalisation, de gants, de lunettes et compagnie. Si je vois, ça sous-entend que quelque part, vous n'aurez pas compris mon message. Donc, si vous n'avez pas compris mon message, c'est ce que je vous dis, je vous le réexpliquerai. D'accord? C'est clair sur le sujet? On est bien d'accord? Il n'y aura pas de surprise sur cette année. C'est bon? Voilà. La sécurité, c'est pas un gadget. Ils sont là pour faire respecter les choses. Il y a des règles. On a des métiers dangereux. On a de la circulation, des charges qui bougent de tous les coins. On a des tas de choses, des véhicules, des engins. Enfin bon. On ne peut pas se permettre ici d'être négligent sur le sujet. Je pense que dans vos métiers, c'est pareil, que ce soit la route, que ce soit tous les corps de métier qui sont représentés là, parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez tous des spécificités, vous avez tous des risques. Vous en générez, et là, nous, on va vous en amener en plus. L'inverse, c'est vrai aussi. D'accord? Donc, soyez vigilants, passez bien le mot à vos gens, à vos équipes, à vos chefs d'équipe, vos chefs de chantier et compagnie. D'accord? Un manque de pays sur un chantier, ça ne devrait pas exister. Il y en a encore. Je sais très bien que pour l'avoir vécu en tant qu'ouvrier, c'est parce que le chef de chantier ou le conducteur de travaux ne les note pas. C'est pas le gars qui les garde dans sa voiture. Ils s'en foutent. Et ça, je l'ai vécu. Donc pour moi, il n'y a pas d'excuse. C'est clair? Il n'y a pas de sujet? Voilà. Moi, je vais vous laisser suivre. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Je vais profiter de l'intervention de Laurent. Donc, moi, je m'appelle Yanni Abbas, je suis l'un des chargés d'hygiène, de sécurité et d'environnement sur le terminal. Donc, je vous accompagnerai pour la partie visite d'inspection. Je vais laisser mes collègues s'occuper de la présentation. Pour compléter un peu ce qu'a dit Laurent, on a eu un changement d'actionnariat l'année dernière. Et suite à cela, on a de gros objectifs niveau sécurité, de grosses attentes. Il y a eu beaucoup de morts dans des ports de régions du monde en interne au groupe. Et du coup, il y a une politique zéro accident. Bon, zéro accident mortel, mais aussi les accidents avec arrêt. On a un objectif de 12% de réduction. Ça concerne notre personnel et le vôtre. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un peu plus de contrôle et d'accompagnement, parce que nous, on est là pour faire de la prévention, donc on a le rôle du bon good cup, et Laurent le bad cup, parce que quand ça va passer dans son bureau que ça se passe. Mais en tout cas, nous, sachez qu'on est ouvert pour vous accompagner, pour vous répondre, pour trouver des solutions ensemble dès lors que vous aurez un problème. C'est-à-dire que si vous êtes sur le terrain, que vous devez réaliser une opération dans des conditions prédéfinies et que ces conditions changent, on fait un moment d'arrêt. Vous venez, on se voit dans le bureau pour la partie technique et pour la partie sécurité et on revoit le mode opératoire. On ne veut pas laisser au détriment de la tâche à faire en pâtir la sécurité. Donc on compte sur vous.
Merci de votre présence, merci de votre implication et on se revoit tout à l'heure. Je laisse mes collègues commencer la présentation. Ici, présent dans la salle, j'imagine qu'il y a des représentants d'entreprise, mais ce n'est pas forcément des gens du terrain. L'objectif, c'est que vous communiquiez avec vos équipes. Parce qu'on a trop souvent, ce que dit Yannick, Laurent l'a dit avant, on a trop souvent effectivement des gens qui sont sur le terrain, qui n'ont pas eu la consigne. Ici, forcément, vous n'êtes pas la force hier, en partie en tout cas. Vous n'êtes pas que, excusez-moi. Donc, l'idée, c'est vraiment de communiquer. On se rend bien compte que les consignes, toutes les entreprises les ont eues. Et comment on les a transmises au sein de l'entreprise, c'est toujours ce qui est compliqué. Si vous avez besoin d'aide là-dessus, les équipes qui sont en face de vous sont là pour ça. Enfin, je me permets. Faites-vous accompagner. Faites-vous s'il faut qu'on déploie différemment auprès de certains d'entre vous. On est capable d'entendre ça et de comprendre ça. Pour que l'ensemble de vos prestataires, de vos ouvriers qui sont sur le terrain, puissent avoir l'information. D'accord? Parce qu'effectivement, hein, le nombre de personnes dans la salle, c'est pas le nombre de gens qui interviennent sur le site. Vraiment, gardez-le en tête. Ça. Pour donner un exemple de ce que vient de dire Laurent, on fait appel à différentes entreprises, de différentes structures, des grandes entreprises comme des artisans. Et pour certains artisans, on avait des documents d'analyse de risque sur 2 lignes. Pour certains artisans, on s'est mis autour d'une table et on a fait des analyses de risque en collaboration avec eux. Déjà, ça leur a permis de les avoir pour leurs responsabilités en interne de leur entreprise et pour répondre à nos standards. Donc, sachez qu'on est ouvert à travailler de façon collaborative sur le développement des points de sécurité qu'on vous demande aussi. Voilà, bonne présentation, à tout à l'heure, merci. Sur l'écran. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter le plan de prévention. Donc, l'objectif ici, c'est de prévenir et identifier les différents risques et dangers liés à l'interface de nos activités et pour permettre à vos équipes d'évoluer dans un environnement sain et en sécurité. Donc, aujourd'hui, on va d'abord vous présenter la société Eurofos avec les objectifs communs et l'analyse des accidents de travail. Puis par la suite, je vous présenterai les top 10 des dangers chez Eurofos, le top 6 des zones à risque et les remontées d'informations. Donc un petit rappel pour le Covid, donc nous vous demandons d'aérer au maximum les pièces, les espaces clos, de vous laver les mains et bien sûr de préconiser le port du masque. En cas de symptômes, bien sûr de se faire tester et de s'isoler en cas de test positif. Donc la société a un positionnement stratégique puisqu'elle est située au sud de la France qui lui permet de desservir par voie maritime des pays étrangers. L'une de ses forces, c'est l'utilisation de la desserte routière européenne à 80% qui lui permet de lier. Vous lui signer, s'il vous plaît, avant de vous asseoir. Du coup, qui lui permet de desservir des pays européens, mais aussi d'utiliser la desserte fluviale du nord vers le sud à peu près 8%, qui lui permet aussi de desservir les pays européens. Donc, au fil des années, on a eu quelques certifications. Donc, d'abord, nous avons eu l'ISO 9001 pour tout ce qui est management de la qualité au sein de l'entreprise. Par la suite, nous avons eu l'ISO 14001 pour le management de l'environnement, l'ISO 28000 pour le management de la sûreté et de la chaîne d'approvisionnement, et enfin l'ISO 45001 pour tout ce qui est management de la sécurité dans la société. Donc, on a quelques chiffres clés. Donc, il faut savoir que le terminal a une capacité de 1,5 million de conteneurs de 20 pieds.
On exploite une longueur de quai de près de 1900 mètres et 82 hectares de surface du terminal. On emploie directement près de 240 employés et à côté, nous avons un groupement de main-d'œuvre de dockers qui propose 6 ans de docker, et ce qui nous permet d'avoir une croissance de 27,2% depuis 6 ans. Donc, au sein du terminal, nous avons divers équipements. Donc, les plus gros que nous avons, c'est les portiques. Nous en avons 4, dont les 4 les plus gros au monde. On a des cavaliers, des richttakers, des élévateurs frontaux, des grues et des nacelles. Donc, la principale activité d'Europass, c'est le chargement et le déchargement de conteneurs. Nous faisons ça à peu près à 98%. Donc, 2 types de conteneurs, les 20 pieds de 6 mètres et les 40 pieds de 12 mètres. À côté, nous réalisons les break bulk à peu près de 1%. Donc, c'est des colis lourds hors gabarit. Et nous faisons le CFS, qui est l'empoutage, le désempoutage de colis dans des conteneurs standards ou non. Donc, dû à ces nombreuses activités, nous avons divers horaires de travail qui varient en différents shifts. Bonjour, désolée du coup, je retard. Juste signer, s'il vous plaît, la feuille, comme ça on n'oubliera pas. Yes. Donc, au sein de l'organisation, nous avons le directeur général Eddy Sorian avec son assistante Lisa Rebach. Et après, nous avons tout ce qui est directeur commercial, les directeurs système d'information, le coordinateur HSE, les opérations et les directeurs des ressources humaines. Donc, vous allez être amené à collaborer avec l'organisation HSE, donc, qui est composée tout d'abord de la cellule HSE, dont le responsable, M. Soisson, moi-même, M. Leduc, M. Abbas et Mme Bastien. Et en correspondant technique, nous avons Richard Machrak et Marc Gauthier. Et pour les correspondants de direction opération, nous avons M. Pasqueta, M. Ibanez, M. Arpalia et M. Gonzalez. Donc, nous avons aussi le CSSCT. Donc, les coordonnées du CSSCT, ils sont exposés un peu de partout dans le bâtiment. Et les coordonnées de l'inspection du travail et le CARSAT aussi. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on vous présente le plan de prévention. Donc, le plan de prévention, il est obligatoire dès lors qu'on fait intervenir sur le terminal des entreprises sous-traitantes. Donc, c'est une mission de coordination, un engagement des entreprises et c'est le respect des mesures de sécurité décidées. Donc, l'objectif commun ici, c'est d'avoir aucun accident, aucune atteinte à la personne, aucun dommage à l'environnement, 0 défaut. Et bien sûr, on fait en sorte que la sécurité soit l'affaire de tous. Donc, nous, en termes de siège de légion des accidents, généralement, les principales se situent au niveau du haut du corps, donc au niveau des épaules, du dos et des bras. Et après, ça se répartit au niveau du bas du corps pour tout ce qui est jambes, genoux, etc. Donc, les plus gros causes des accidents, généralement, c'est dû aux chutes au bord du navire, les chutes sur le terminal, les coupures et chocs. Bonjour. Allez-y, rentrez. Je signe la fiche d'émargement, s'il vous plaît. Et les gestes et postures. Donc, on a quelques indicateurs qu'on suit chaque année et en fonction des accidents. Donc, les plus gros écarts que nous avons actuellement, c'est les engins, les protections collectives qui ne sont pas portées, la propreté qui n'est pas faite, les gestes et postures et les documents de travail qui ne sont pas à jour ou remis. Donc, généralement, les accidents sont dus au non-port des EPI, les engins, les consignes de sécurité, les gestes et postures et les situations d'urgence qui ne sont pas connues. Et elles se situent généralement principalement au niveau des navires port à pied, des zones reefer, des CFS et de l'atelier et les zones d'échange camions. Donc, nous avons un principe d'audit qui est à 90%.
Donc, au fil des années, on peut voir que la majorité des outils ont des bons résultats. Cependant, on a eu quelques écarts en fonction de la situation. Donc, les plus gros écarts que nous avons eus, c'est les protections collectives. Donc, par exemple, nous avons les extincteurs qui étaient non contrôlés, les rampes périphéries qui étaient vieillissantes, des fuites de signalisation qui ne marchaient plus. On a aussi tout ce qui est propreté, donc les locaux et engins et GP sales, le tri sélectif non respecté, les déchets au sol. Et pour tout ce qui est documents de travail, c'est le plan de prévention qui était inexistant, les autorisations de travail qui étaient non établies, un manque de déclinaison des PDP et une absence de la minute sécurité. Donc, le top 10 des dangers chez nous, ça va être l'écrasement d'un piéton par un engin ou un véhicule, la collision entre deux véhicules ou engins, la chute de matériel, la chute de hauteur d'une personne, le renversement d'engins lourds, les facteurs médico-psychosociaux, les drogues et alcool, la pollution atmosphérique, la libération d'énergie et la manutention manuelle de charges lourdes. Donc, bien sûr, ce que nous vous demandons, c'est de porter vos EPI, donc les casques, protection auditive, vêtements de travail, haute visibilité, gants et chaussures de sécurité. Donc, pour toute intervention sur notre terminal, nous, ce qu'on met en place, c'est le balisage de sécurité. Donc, c'est des conteneurs, comme vous pouvez voir, qui vont venir encadrer la zone de travail pour éviter qu'il y ait des véhicules qui rentrent dedans et pour protéger les salariés. Pour tout ce qui est travaux de chargement, déchargement de bennes, nous, ce qu'on vous demande, c'est de rester toujours en visu des camions. Généralement, nous avons des camions qui, le plus souvent, qui interviennent sur les zones de bennes. Du coup, de toujours avoir vos EPI et de vous mettre en visu du véhicule. Nous avons aussi des travaux de pompage de remplissage qui se font sur le terminal. Donc, bien sûr, nous, ce qu'on vous demande, c'est de respecter les consignes de sécurité. Donc, ne pas fumer, ne pas téléphoner, pas de voiture et pas de source de chaleur. Pour tout ce qui est travaux de feu, le plus gros des dangers, c'est la libération d'énergie. Donc, nous, on vous demande d'avoir les EPI de base, donc les lunettes étanches, la protection anti-bruit, les gants à manchette, les viseurs pour les soudeurs et les vêtements. Donc, il y a aussi des travaux en hauteur. Donc, bien sûr, nous vous demandons soit, s'il n'y a pas de protection collective, le port du harnais. Donc, le port du harnais, il faut qu'il y ait une longe de 1 mètre et des manus-croches. Deux manus-croches. Donc, les mesures de prévention, ça va être tout ce qui est formation de vos salariés. Seul le personnel est autorisé à monter sur un des échafaudages, que les échafaudages soient conformes et que le port harnais est obligatoire en absence de protection collective. Bien sûr, vous devez envoyer tous vos équipements de protection. Donc, pour toutes vos interventions, nous, ce qu'on vous demande, c'est de venir faire l'autorisation de travail. Donc, l'autorisation de travail se situe au niveau en haut du côté manutention. Donc, il doit être rempli par un des cadres et doit stipuler toutes les protections collectives, le descriptif des travaux et il doit être remis à jour à chaque intervention. Donc, vous trouverez les autorisations de travail à jour dans le tableau en haut. Donc, ça signé tous les jours avec un cadre de maintenance en haut à l'étage pour ceux qui connaissent déjà. Il y a le récap de toutes les autorisations de travail sur un tableau pour vérifier que la vôtre est bien à jour. Si jamais il y a un changement dans les matériels mis en œuvre, la zone de travail ou vos travaux, c'est à remettre à jour du début à la fin. L'autorisation, elle est plus bonne. Donc, pour ajouter, parce que c'est pas toujours la responsabilité, les responsabilités sont partagées. Si vous allez sur un chantier et que vous n'avez pas une cadre qui vous a fait signer ce document-là, et qu'il y a une audit de sécurité à ce moment-là, vous êtes aussi responsable, puisque vous êtes au courant
d'intervenir sur le terminal après signature de ce document. Donc, s'il n'y a personne pour vous le faire signer, il faut insister. Pas juste parce que je suis au café et que je ne veux pas vous signer. Okay. Une question. C'est un permis journalier ou C'est des permis journaliers. Sur certains projets, c'est tous les jours. Il y a certains projets, on le fait sur plusieurs mois, plusieurs semaines, mais c'est des chantiers qui sont suivis par les HSE et autres, mais de base, c'est tous les jours. La question était, est-ce que c'est par demi-journée? Non, c'est à la journée. Si c'est spécifique, on vous le dira, mais sinon, c'est à la journée. Donc, nous faisons aussi la minute sécurité. Donc, il faut savoir que cette année, dû à un certain manquement, on va un peu plus appuyer dessus. Il faut que vos salariés qui interviennent aient cette minute de sécurité. Elle va être contrôlée lors des audits. Et donc, on vous propose, soit vous pouvez venir avec votre format, soit il y a le format Europost que vous pouvez retrouver dans votre plan de prévention qui vous a été envoyé. Excusez-moi, on en fait quoi de la minute de sécurité? Il faut que vos salariés l'aient quand ils interviennent avec eux. C'est à nous de venir avec. Oui. Oui. Si on ne fait pas viser pour quelqu'un de chez vous. Vous la remplissez, vous signez le permis, et au moment de vous mettre au travail avec vos équipes, c'est un point sécurité, vous faites un rappel des risques encourus. C'est clair pour tout le monde ce que c'est la minute de sécurité. La minute de sécurité, c'est un moment d'échange entre, en gros, votre chef d'équipe et les personnes qui vont taffer sur le terrain pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qui a évolué, faire un point d'arrêt avant de commencer. Ça dure pas longtemps, ça dure 30 secondes. Ouais. Moi, je travaille seul, donc. Non, avec vous, c'est différent. Ouais. Les équipes Et seules. c'est pour les équipes. D'accord, en fait, vous êtes seul. Bah, souvent, vous venez à 2 ou 3, le plus souvent, je sais pas, voire plus, mais ceux qui sont seuls, évidemment, bon, vous avez le permis et ça suffira, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Ouais. Donc la minute sécurité, elle a à refaire à chaque intervention. C'est ça, tous les jours. Ouais. Soit vous avez votre âme, il n'y a pas de souci, soit on a la nôtre au cas où. Savoir qu'elle est faite sur le terminal auprès de les salariés qui sont dans les chantiers. Ouais. Alors nous, on le fait une fois par semaine parce que personne viennent un peu plus. On le fait une fois par semaine avant chaque démarrage. Laurent et l'équipe, dès qu'on accentue sur la sécurité, c'est pas anodin, je peux en train de vous dire. C'est-à-dire qu'on arrête notre opération de manutention pour faire cette minute de sécurité auprès de, allez, comme ça va bien, auprès de 90 bonhommes, arrête. On les arrête dans le chantier, on fait la causerie de sécurité et ensuite on rattaque le travail. C'est une vraie prise de conscience de la part de la direction pour éviter effectivement tous ces désagréments sur la commune. Donc, du coup, nous avons un top 6 des zones à risque. Donc, l'une des principales zones à risque, c'est le Boracay. Donc, on a différents dangers tels que l'écrasement piéton, la collision entre deux véhicules ou engins, la chute de matériel et autres. Nous avons aussi les navires. Donc, ça va être les dangers ici, ça va être la collision entre un portique ou un navire, la chute de matériel, la chute de personnes en hauteur, la pollution. Nous avons aussi l'atelier. Les dangers, ça va être l'écrasement d'un piéton, la collision entre deux véhicules, la chute de matériel, la libération d'énergie. Le CFS, donc là, les dangers, ça va être l'écrasement d'un piéton, la collision entre deux véhicules ou un engin, la chute de matériel, renversement d'engin. La zone d'échange. Avec l'écrasement d'un piéton ou engin au véhicule, les collisions et les renversements, et la zone reefer, dont les dangers sont l'écrasement d'un piéton et libération d'énergie. Excusez-moi. Oui. Si on peut revenir sur un peu avant. Ouais. Si je peux me permettre, ça fait 20 ans que je suis sur le terminal. Et dans le Boracay, je pense que vous avez oublié la proximité de l'eau. Parce qu'à une époque, on devait porter le gilet pour dépasser le. Alors ici, c'est recommandé. C'est pas obligatoire maintenant. Oui. C'est toujours l'actualité. Mais... Oui, on n'impose pas le gilet, nous. Après, bien sûr, si c'est dans vos procédures, vous le mettez. On ne va pas vous mettre une non-conformité pour ça. Vous intervenez à quel niveau? Comment? Vous intervenez à quel niveau? Ça peut être les portiques. Non, on est vraiment bon. Ouais, si je suis entre les bougies et
Et la limite du Boracay, ouais, il y a très peu d'espace. Ouais. Et par jour de vent fort, c'est vrai que c'est des fois, on est habitué, on fait attention, on sait que le vent est un. C'est vrai que le vent est un des dangers, on va dire, Ici, principaux sur le site. Hein. Oui. Même quand on est sur le portique, des fois, Oui. bah, si on ne tient pas. Oui, non, c'est ça. Est-ce que vous connaissez les limites avec lesquelles laquelle on vous autorise à monter sur le portique? Bah, c'est 80 km/h, vitesse, on va dire, lissée du devant, sans compter les pics, parce que bon, Vous avez accès à un site qui vous avez tous accès, vous le savez. Vous ne savez peut-être pas. Non, je pense pas. Vous avez tous accès à un site qui vous dit si vous pouvez monter ou pas sur le portique. C'est pas juste je mets le doigt en l'air et je vois si je peux monter. Ouais, de toute façon, c'est signalé. Hein. Genre Chez l'exploitation. Non, mais chez vous, ce qu'il y a bien, c'est que s'il y a trop de vent, ouais, on on va vous le dire. Trop de vent, ouais, on n'a même pas à se poser la question, puisqu'il y a vraiment un encadrement qui nous autorise pas à continuer. Non, mais comme vous disiez sur le portique que le vent là-haut, ouais, bah, en fait, un peu inquiet. Bah, en fait, le vent, je veux dire, plus on monte, plus il est intense. Et c'est vrai que bah, ça m'arrive d'aller, des fois, ça peut m'arriver d'aller sur le château. Et au niveau du château, voilà, je me tiens bien à la rambarde parce que voilà, c'est une rafale de vent. On peut être dans les tolérances, hein, des 80 ou 75 km/h, hein, selon ce qui a été, on va dire. C'est 17 mètres secondes. Voilà, ça correspond à peu près à ça. Et par contre, on peut avoir des pics de vent qui sont beaucoup plus intenses et c'est là où il faut être très prudent. Oui. En fait, le permis, on vous le signe. Nous, on a vérifié au préalable sur notre site de mesure du vent. Sur les portiques, vous pouvez monter. On ne vous fera pas monter si vraiment il y a des rafales qui sont annoncées et autres. Mais on vous transmettra les coordonnées de notre site. Vous pouvez vous connecter et consulter en temps réel nos arrêts cavaliers, nos arrêts cavaliers 3+1 ou le portique aussi. Comme ça, vous serez... En fait, ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui accompagne. Oui. Donc, je ne suis jamais seul. Il y a toujours un accompagnant d'Eurofoss qui est lui connecté à justement cette application qui lui donne les indications. Oui, qui vous autorisera ou pas. C'est pour ça que voilà. Mais on ne pas inquiet, hein, c'est très bien encadré. On peut être transparent et vous donner les infos. Une remarque parce que le vent est un facteur, on va dire, prédominant sur le site. Je suis d'accord. Et qui peut être aussi dangereux. C'est quand même intéressant qu'on transmette les formations du vent. À quelle hauteur vous mesurez le vent sur votre application? On mesure le vent en haut des tours d'éclairage du terminal. Donc c'est technicien qui on mesure à 30. Alors après, c'est un peu plus complexe. Hein. C'est pas juste une mesure instantanée. Ouais, il y a un calcul là. Ouais. Du coup, il faut savoir que chez nous, il y a une interdiction de rentrer au niveau du parc. Nous vous demandons de circuler dans la zone de voie de circulation de véhicules légers, de respecter le chemin piéton et les zones de stationnement lorsque vous allez vous rendre sur le Boracay. Du coup, lorsque vous rentrez au niveau du terminal, vous pouvez retrouver le poste d'inspection frontalier des douaniers qui sont amenés à inspecter certains conteneurs. Nous avons aussi la zone d'échange où se font le chargement, le déchargement des conteneurs sur des poids lourds et la gare juste à côté. On va revenir un peu plus tard sur les zones qui sont vraiment dangereuses et où on sait que vous avez des travaux. Hein. Là, c'est juste une vue aérienne pour vous montrer l'implantation du site. Le bâtiment du coup administratif. Le CFS. Et le parc. Donc là, c'est toute la zone où il y a interdiction de rentrer avec vos véhicules ou à pied, le Boracay et les navires.
C'est une interdiction de circuler en voiture. Au niveau du parc, oui. On ne peut Dans pas le parc. intervenir sur le parc. Autorisation spéciale. Oui. Vous avez une voie de circulation qui est le long de la pierre froide, sous les portiques. Et si vous avez signé le plan de monsieur avec accompagné certainement. Il est effectivement déconseillé de rentrer sur le terminal sans avertir d'aller directement par la. Sachez que dans les 2 ans à venir, l'accès sera sous contrôle de badge plus accéder sur le terminal. D'accord. Et si, l'exemple, si c'est un armateur qui nous demande d'accéder sur l'un des bateaux, une intervention, on demande d'accéder sur les zones. Alors, quand vous intervenez pas pour notre compte, mais vous avez besoin d'accéder, au poste de garde, vous avez votre accès soit en passant par nous, soit par le GPMM. Dans tous les cas, le poste de garde, il vous fera accompagner par un des préventeurs sécurité, qui est rattaché à notre service, une société extérieure. Il vous amènera au bord à quai, soit ici vous avez l'habitude, vous le prouvez, il vous laissera y aller. Sinon, il vous escortera jusqu'au bord à quai, il vous rappellera les consignes voilà, pendant 2 minutes, il vous laissera monter sur le navire. Poste de garde qui gère ça. Oui. Enfin, avec nos préventeurs. Après, si vous êtes un habitué, vous pouvez y aller, c'est pas un problème. Mais dans tous les cas, les règles de circulation, je vais les réexpliquer juste après. Et, voilà, mais dans tous les cas, vous serez pris en charge par un préventeur qui a le moindre doute pour vous accompagner jusqu'au bord à quai et aller sur les navires sans aller dans nos zones de travaux. Vous dites si on est des habitués, nous on fait des interfrigos toute l'année, tous les jours. Ouais. Donc, Oui. Mon technicien, mon frigoriste n'a pas besoin de. De toute façon, c'est vous qui nous envoyez les demandes d'intervention. C'est quoi? C'est pour la zone repair, c'est ça? Pour la zone reefer, Oui, pour ok. la zone reefer et pour la zone Oui, des fois on nous appelle sur les bateaux. Oui, Donc, c'est différent. du moment qu'on a votre mail et tout, le technicien n'a pas besoin de Non, il va directement de bord à quai, il fait son. voilà, c'est quelqu'un qui est habitué, on le sait quoi. Après, si c'est des nouveaux, automatiquement, ils vont demander au poste de garde, ils sont pris en charge dans les amendes. Je veux bien rajouter, si c'est des nouveaux, c'est de votre responsabilité de Oui, de les former, de les prévenir. de ne pas les laisser sur le quai. Et imaginez Non, que le quai, c'est absolument pas le cas. Hein. On voit trop souvent des gens qui, sous eux-mêmes, de dos, je viens souvent, et donc je fais, se retrouver dans une situation où on est obligé d'arrêter les opérations. Où effectivement, on est passé à pas grand-chose de la personne beaucoup. Tout à l'heure, on sera dans le but tout ensemble. On parle de Par contre, j'ai une question. C'est toujours applicable parce que moi, pour intervenir sur le bord à quai, on m'a imposé le gyrophare. Ce que j'ai fait hein. Pour circuler, on me dit qu'il faut que gyrophare. Oui. Voilà. Voilà. C'est vrai. Oui. Vous y restez souvent, enfin longtemps au bord à quai, vous n'allez pas pour vous garer et monter sur un navire, donc vous êtes un peu indépendant sur ça. Au bord à quai, c'est le gyrophare. Ouais. c'est pas des obligations, mais c'est une chose. Mais gardez-le. Vous circulez sur une terminale. Tous les engins qui circulent sont voire 10 fois plus gros que vous. D'accord? Donc, la chose la plus importante, c'est d'être visible par les autres. Ok? Parce qu'on parle d'un cavalier, on parle peut-être dans le détail, un cavalier, c'est 60 tonnes au roulage, quand il a une charge de 90 tonnes, et ça roule à 25 km. Je garantis que s'il passait sur une voiture, c'est comme si vous passiez sur une cône au bord de l'autoroute. C'est à peu près la même sensation qu'il va avoir. Et lui, quand il conduit, il ne regarde pas sous ses pieds. Parce que sous ses pieds, normalement, il n'y a personne. Il regarde devant. Si vous avez une gyrophare, vous êtes visible. Donc, c'est un conseil. Les obligations sont pareilles. Après, tout à l'heure, vous parliez des frigoristes. Ouais, c'est une obligation particulière. Ils interviennent tous les jours, régulièrement sur le terminal. Donc, effectivement, il y a une relation qui est différente entre l'entreprise et ces sociétés-là. C'est la question qui a été posée. Non. Vous avez déjà du coup, pour tout ce qui est zone à risque, là, vous avez le résumé de toutes les zones où il y a les plus gros dangers de notre terminal. Du coup, lorsque vous allez vous rendre sur notre terminal, ce que nous, on vous demande, bien sûr, avant de passer le poste de garde, c'est
d'avoir la ceinture de sécurité, pas de téléphone et faire votre demande d'accès. Au poste de garde, si jamais vous ne savez pas vous rendre sur le bâtiment Eurofos, il peut vous être fourni un plan pour vous aider à vous guider. On vous demande de respecter la limitation de vitesse et la signalisation aussi. Merci Carla. Donc, je vais continuer sur la lancée de Carla. Donc, au niveau des règles de circulation sur le site, le moment où vous êtes sur l'emprise d'Eurofos, au maximum, ce sera limité à 30 km/h. Il y a des zones où c'est roulé au pas, donc 10 km/h. Vous allez les voir tout à l'heure en bus. Évidemment, on a la ceinture de sécurité, on ne téléphone pas au volant. Et comme sur tous les sites où il y a un engagement de sécurité, on stationne en marche arrière, c'est marqué à proximité du parking. Un petit point sur ce qu'on a vu précédemment sur une diapo en petit, c'est tout ce qui est matériel de sécurité, mis en œuvre soit par Eurofos, soit pour les pompiers. À gauche, vous avez la remorque pour les conteneurs fuyards. Quand on a un conteneur qui est en coulage, qu'il soit dangereux ou non, on va systématiquement l'amener à proximité, positionner le conteneur et pour écarter tout ce qui est épandage au sol et rejet dans l'environnement. Au milieu, il y a la nacelle d'évacuation pour les dockers blessés en cabine cavalier. C'est une structure qui est prenable au cavalier comme un conteneur et on va pouvoir aller avec un autre cavalier, amener les secours à bord de cette nacelle à proximité du cavalier en détresse d'un côté ou de l'autre et permettre aux pompiers de faire des manœuvres propres et pas utiliser les crénolines d'accès ou peuvent être secourus dans de bonnes conditions. La nacelle jaune, c'est la même chose, mais pour des victimes qu'on aurait à bord d'un navire, des dockers ou du personnel d'entreprise extérieure aussi. C'est un cavalier qui va la chercher, il l'amène au pied du portique, le portique qui passe en vitesse réduite avec des hommes à bord. On met les secours dedans, toutes les personnes qu'il faut et le matériel, et on se met au plus près de la victime à bord des navires. Vous verrez après, les navires, on monte dessus avec une coupée. Évidemment, c'est pas facile d'accès. Pour les secours, ça aurait été compliqué. Donc la zone bord à quai, donc on disait tout à l'heure, la zone de circulation, vous allez rentrer par le côté sud. On revient en arrière, là, la flèche de gauche. Je suis un peu vite. Flèche de gauche. Ça va passer vite. Bon, vous avez la bande de circulation à droite avec la bande piéton. Bon, ça passe un peu vite, désolé. Quand vous allez arriver, vous allez faire en bus. Quand vous arrivez au bord à quai, il y a la voie de circulation VL. On vous demande de vraiment rouler à 30 km/h maximum. C'est un point un peu noir sur le terminal. On a des excès de vitesse sur cette zone. Il y a des collisions possibles. On vous demande de faire très attention. Sur la gauche, vous aurez une zone de stationnement pour les voitures. Au-delà de ça, il ne faudra surtout pas y aller. Il y a des bandes jaunes, voire des lignes de dépose de conteneurs à proximité des portiques. C'est là où il y a vraiment la coactivité possible. Donc évidemment, vous ne stationnez pas à proximité des portiques. Et quand vous avez besoin de monter à bord d'un navire, le véhicule, vous le laissez à l'avant, à l'arrière, éventuellement au niveau du château et de la coupée. Mais idéalement, c'est à l'avant ou à l'arrière. Comme ça, il n'y a pas d'interaction possible avec nos dockers. Quand vous passez sous les portiques, vous allez avoir besoin de passer forcément. On vous demandera surtout de bien laisser les spreaders qui soient à vide ou avec un conteneur passer au-dessus de la voie de circulation. C'est eux qui sont prioritaires. Si vous passez dessous, c'est une photo qui date d'il y a plus de 30 ans, je suppose. C'est pas récent, mais il peut se passer ça. Donc, si vous êtes dessous, je vous laisse imaginer le résultat. Sur les navires, comme je disais, on monte à bord des navires avec les coupées. Si jamais vous avez besoin de monter à bord pour faire vos travaux, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui sont concernées, mais on le précise quand même, il faut vérifier que la coupée soit conforme. Pour qu'elle soit conforme, la chose la plus importante, c'est qu'elle repose bien sur le quai, qu'elle ne soit pas au-dessus de l'eau, même bien suspendue, ce n'est pas acceptable. Si c'est le cas, vous nous le dites, on le fait remonter à la capitainerie, on fera lever la non-conformité. Il faut qu'il y ait des garde-corps, des filets de protection. À ce moment-là, vous pouvez monter à bord du navire. Si ce n'est pas le cas, vous ne montez pas et vous faites remonter à un correspondant Eurofos. En parlant des navires, vous allez, pour les sociétés qui ont l'habitude de monter à bord pour y travailler, sachez que depuis un peu plus d'1 an, Eurofos est certifié GNL Ready. C'est-à-dire qu'on accueille déjà des navires qui tournent au GNL, pas des carburants classiques, du gaz, on va dire, liquide, mais surtout on est GNL Ready, c'est-à-dire qu'on a une certification qui permet qu'Eurofos soit une zone d'avitaillement. Donc on a des bateaux qui viennent accoster les navires pour remplir en GNL les gros porte-conteneurs. C'est des opérations qui peuvent durer
60 heures parfois, c'est très long, c'est surtout très dangereux. Il n'y a pas de risque quand on monte à bord si tout est respecté, mais il faut avoir au moins les notions de secours en tête. Donc rapidement, le GNL, bon, c'est du gaz naturel qui se forme liquide. Comme ça, on va dire, c'est pas dangereux. Le risque qu'on a, c'est d'avoir des fuites. Du coup, ça s'évapore, et c'est quand il s'évapore que ça devient très dangereux pour les hommes à bord. Quand ça s'évapore sous forme de gaz, ça fait un nuage blanc. Il y a un risque d'incendie qui est très important. À proximité des zones ATEX, où vous ne devrez pas normalement aller, il y a des risques de brûlure par le froid. On est à peu près à moins 150 degrés sur ce gaz-là. Évidemment, si ça commence à brûler ou une explosion, ça va être vraiment en cascade. Il y a un réel risque pour vous. Donc, je vous rassure, il y a tout qui est mis en œuvre avant et toutes les personnes qui montent à bord chez nous sont formées à ça. Les mesures de sécurité, si jamais on avait une évaporation de gaz, un raccord qui lâche ou autre, ils ont pour consigne de couper évidemment l'avitaillement, de faire évacuer le navire. C'est surtout ça qu'il faut vous dire. Et après, je vais vous donner le signal à respecter. Donc, pendant qu'il y a l'avitaillement, on voit le bateau qui va avitailler. Évidemment, on peut monter à bord, on peut travailler. Il y a des procédures à respecter. On est sur des zones ATEX, donc on a une zone rouge et une zone bleue ou violette. Ça dépend des navires, comment c'est matérialisé. Normalement, c'est violet. La zone rouge, personne ne peut y aller. Il n'y a que les personnes en charge de l'avitaillement. La zone violette, vous pouvez y aller, mais vous verrez au sol, il y a des marquages avec des bandes violettes ou des chaînettes. C'est des zones ATEX. De base, vous n'irez pas. Si vous avez besoin d'y aller, vous serez pris en charge par une personne du bord qui vous fera des rappels. Et on retrouvera les règles de sécurité des zones ATEX que peut-être vous connaissez, que je vais vous rappeler juste après. Pour nous, ça complique un peu les opérations, c'est un peu plus particulier. Donc pour vous, si vous avez des interventions sur ces navires, ce sera un peu la même chose. Donc les mesures de prévention, c'est du bon sens. Dès qu'on est dans une zone ATEX, le plus important, évidemment, c'est de ne pas fumer et de ne pas téléphoner. Dès qu'on va apporter une énergie d'activation, il y a un réel risque d'incendie ou d'explosion si on a un nuage qui se crée. Pour monter à bord des navires, que ce soit du GNL ou pas, les EPI, c'est les mêmes que chez nous, sauf que bien sûr, on vérifiera d'abord bien le casque, les chaussures et le vêtement haute visibilité. On ne fume pas à bord. Dans tous les cas, peu importe le navire, on ne fume pas, mais sur ceux-là, encore plus. Consommation de drogue, bon, c'est une évidence. Le badge, il sera obligatoire, c'est à présenter à la personne qui vous prend en charge en haut de la coupée. Ça, c'est le plan de saisissage des dockers. C'est une diapo qui est en trop, excusez-moi. Surtout en cas d'urgence, c'est le navire qui demandera l'évacuation. Il va émettre un son, donc 7 sons courts suivis d'un son long. Ça viendra du navire, pas de chez nous. Chez nous, prochainement, il y en aura aussi. Vous verrez donc les dockers qui descendent du navire et ils iront vers les points de rassemblement du navire. Ils partiront. Donc ça, vous y allez immédiatement en suivant les équipes. Le chef de navire vous conduira. Normalement, il vous amènera au local social qui est un des points de rassemblement le plus proche et qui est attitré aux travaux boraqués. Pas la panique, on ne traverse pas en plein milieu. Oui, mais oui. Au niveau des évacuations en cas d'incendie, donc on a nos procédures internes avec des guides fils, des serre-fils. Dans tous les cas, par rapport à vos permis de travaux que vous signez le matin, donc ça vous sert réglementairement en sécurité et surtout en cas d'accident, en cas d'incendie, je veux dire. C'est grâce à ces permis qu'on va avoir vos coordonnées et que nous, les guides fils, serre-fils, pour les entreprises extérieures, on va appeler chaque personne en leur demandant où elle se trouve et de nous rejoindre à un point de rassemblement. Si vous êtes dans une zone, même à l'écart, en sécurité, on vous demandera de venir vous faire recenser. Mais ça, c'est transparent pour vous. Il faut juste bien noter votre numéro de téléphone sur le permis et on s'occupera du reste. Juste, je complète pour ceux qui tout à l'heure disaient nous, on vient régulièrement des points de sympathie. Si vous étiez à bord du navire et qu'on n'est pas au courant, ça peut poser effectivement problème de votre personnel. À vous de voir au niveau des terrains, de faire une fin, de conflit du coup. Encore une règle de circulation sur le site. Quand vous venez chez nous, il n'y a qu'un seul point d'entrée, qu'un seul point de sortie. Faut bien respecter, c'est bête, hein, mais il faut bien respecter le sens de circulation, s'il vous plaît. On a déjà eu des petites erreurs sur ça. Donc les zones à risque que Carla a présentées tout à l'heure. Dans l'atelier, vous verrez, c'est quand même assez cadré, c'est propre, c'est rangé, tout est bien maîtrisé. Par contre, on a tous les risques qui sont présents, en petite quantité à droite à gauche, mais on a un atelier spreader, atelier cavalier, chaudronnerie, entreprise extérieure. Il y a forcément plein de risques. On n'a pas de travaux superposés, mais il faut être vigilant si vous voyez des balisages au sol. Il ne faut pas
passer par-dessus, c'est qu'on a des personnes qui travaillent en haut, il y a des manutentions avec les palans, on peut avoir des travaux de feu, des cavaliers qui rentrent dans l'atelier. Alors, ils vont rouler vraiment au pas, moins vite qu'un piéton, mais il faut être très, très, très vigilant, même si en rentrant, ça vous semble rassurant, faites attention. La zone CFS. Le CFS, c'est une zone très hermétique. Il n'y a pas beaucoup de dockers qui travaillent dedans. Par contre, ils ont toujours des engins de manutention, ils font du saisissage. C'est très technique. Ils peuvent avoir la tête dans le guidon. Quand vous allez là-bas, vous faites accompagner et surtout, on se présente ou on fait appeler à la radio les dockers. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des intervenants d'une entreprise extérieure dans la zone. Donc, pas rentrer comme ça. Il faut vraiment montrer, se présenter aux responsables en empruntant la voie d'accès VL. Si vous empruntez une autre voie d'accès, il y en a certaines qui ne sont pas accessibles. Et il y en a une, il y a des airs anti-retour au sol. Si vous l'empruntez, c'est marqué, hein, vous la voyez, ça vous crèvera les pneus. C'est vraiment par sécurité qu'on le fait. Mais soyez vigilants, empruntez bien la voie d'accès VL et présentez-vous au docker ou à la responsable du CFS. La zone d'échange camion, donc c'est une zone assez qui peut être dangereuse. On a beaucoup de coactivité avec les poids lourds. Les poids lourds, ce ne sont pas nos sous-traitants, ce ne sont pas nos salariés, mais on a quand même une maîtrise sur ça, on n'a pas le choix. On s'est fait aider par une société extérieure qui nous met à disposition 2 personnes le matin, 2 personnes l'après-midi, tout le temps, pour surveiller que les conducteurs poids lourds respectent nos règles de sécurité. Ils sont dédiés quasiment que à ça. Les conducteurs poids lourds qui rentrent chez nous, ils ont une formation sécurité valable 1 an. Ils la refont tous les ans. S'ils passent la fête anniversaire, leur badge il est plus valable. Il faut qu'ils repassent la formation obligatoirement. On a à peu près 1200 en moyenne au poids lourd par jour, voire 1500 en pointe. Donc, je vous laisse imaginer la coactivité qu'il y a. Si vous devez aller dans cette zone pour vos travaux, en voiture ou en poids lourd aussi, hein, suivant votre société, respectez bien le cheminement de circulation. Vous verrez des véhicules légers avec marqué sécurité. Donc, c'est nos préventeurs. S'il y a le moindre doute, vous pouvez aller les voir, les contacter. Ils connaissent très très bien cette zone, ils pourront vous aider. Et après, nous aussi, on est disponible. Et faites vraiment attention dans cette zone. La zone reefer. La zone reefer, donc où on stocke tous les conteneurs frigorifiques. Il y a principalement 2 risques. Le premier, c'est le risque lié au bruit. Il y a énormément de conteneurs avec des compresseurs. Si vous restez un quart d'heure, une demi-heure, voire plus, vous allez avoir mal à la tête. Les protections de type sont obligatoires. Et surtout, le risque le plus important, c'est qu'on ait des cavaliers à proximité. Donc, je vous rassure, c'est des structures en dur avec des barrières physiques. Il faut faire juste attention quand vous allez rentrer, vous avez un portillon d'accès, un tourniquet qui est censé allumer un gyrophare et qui signalera votre présence. Si ce n'est pas le cas, le gyrophare ne fonctionne pas ou autre, c'est une non-conformité, il faut nous signaler. C'est grâce à ce gyrophare que les cavaliers qui viennent prendre ou déposer des boîtes savent qu'il y a des piétons dans telle ou telle rampe. Ils patienteront ou suivant où vous êtes, on aura d'autres zones de dépose des conteneurs. Mais c'est une coactivité, même s'il y a des protections collectives, ceux qui travaillent dedans, il faut faire vraiment attention et on est vraiment à l'écoute de toutes les remarques que vous aurez pour sécuriser cette zone en plus, sachant qu'il y a encore des modifications en cours et elle va être améliorée. La zone gare, elle n'est pas dans le top 6, mais on en parle quand même. La zone gare, donc c'est à proximité des faisceaux ferroviaires. On a un reach taker qui prend des boîtes et qui les met sur les wagons ou l'inverse, et un véhicule léger avec un docker livreur à l'intérieur. Quand vous avez besoin d'emprunter cette voie de circulation, vous verrez le long des voies ferrées, il y a une ligne jaune et une ligne rouge pour rester entre les deux. Après la jaune, c'est la voie ferrée. Après la rouge, c'est la zone où il y a les engins qui circulent, les cavaliers, le reach taker. C'est une zone interdite ici. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, mais si vous voyez les dockers, vous leur faites signe, ou si vous êtes accompagné, c'est encore mieux, mais il faut bien s'assurer qu'ils vous ont vu et pris en compte. Ouais, pour la gare, c'est bon. Le parc des vides, donc il est situé au sud du terminal. Donc les poids lourds amènent ou déposent ou récupèrent des boîtes vides. Le risque qu'on a là-bas, c'est par temps de grand vent, la zone restera fermée. On vous le dira, on ne signera pas de permis. Il y a des risques de chute de conteneurs qui restent exceptionnels, même des boîtes vides, ça peut faire des dégâts. Donc s'il y a du vent, vous n'y aurez pas accès. Et on vous demande surtout d'être vigilant en empruntant la voie d'accès, la même que les poids lourds qui seront en attente. Allez-y, on trouve la signe, la fiche. Voilà. Pour le compréhension, oui. Allez-y, on va signer. Et mettez-le. Pour le parc des vides, donc les véhicules légers, vous pourrez rentrer à proximité des poids lourds. Il faudra vous faire signaler auprès du livreur qui travaille dans la zone des vides. Et surtout, il y a un marquage qui délimite la zone où il y a les cavaliers. C'est des marquages rouges au sol, sens interdit.
Si vous franchisez cette limite-là, c'est la zone où il y a les cavaliers, vous vous retrouvez dans le parc à conteneurs. Donc il y a des DBA, c'est marqué au sol, vous êtes encadré, mais il y a à l'esprit que cette zone-là, elle est vraiment à côté du parc des villes. Normalement, vous n'avez pas tellement d'intervention, à part ceux qui travaillent sur les pylônes. On nous goudron. L'implantation des défibrillateurs et des points de rassemblement. Donc on a 6 défibrillateurs à disposition chez Eurofos. Quand vous travaillez au Boracay, il y en a un qui est situé dans le portique PS3. Le portique est le plus au milieu, c'est marqué sur le portique le numéro. Et dans les bureaux, pour vous, si vous êtes dans l'atelier ou autre, il y en a un juste dans le couloir à côté. Je vous laisse un autre point si vous voulez pas, pardon. Et un dans l'atelier spreader. C'est les 2 défibrillateurs les plus proches que vous aurez si vous travaillez chez nous. Après, il y en a dans les bureaux et aussi au CFS. Les points de rassemblement, on ne vous demandera pas de les connaître par cœur, mais repérez-les quand vous venez. Et dans tous les cas, vous serez pris en charge par les guide-fils, les serre-fils. C'est leur rôle de vous amener à ces points de rassemblement. Mais ici, dans le bâtiment, il y en a un à l'angle des ateliers. Il y en a 2 sur le parking quand vous sortez. Et au Boracay, côté nord, côté sud et le CFS. Le tri des déchets. Donc le tri des déchets, c'est une chose à laquelle on fait de plus en plus attention. Ça paraît bénin, mais on vous demande simplement de respecter les bennes, le marquage qu'il y a sur les bennes, de manière à ce que nous, on n'ait pas de bennes déclassées. C'est un gros impact sur l'environnement. Ça fait chuter notre taux de recyclage. C'est important pour nous, pour nos certifications. L'aspect financier, on n'en parle pas, c'est pas le problème. C'est surtout le déclassement et l'impact sur l'environnement. Il y a tout qui est marqué. C'est marqué sur les bennes, au sol, il y a des pancartes. C'est marqué dans le plan de prévention. Alors, on a des bennes déchets propres, bois, papier, carton, ferraille, surtout les bennes DIS, déchets souillés que vous connaissez, je pense, les déchets dangereux, des détritus souillés d'hydrocarbures, de peinture. Ça va dans des filières spécialisées. Et c'est des fois à cause de ça, des personnes qui ne vont pas le mettre ça dans la bonne benne, qu'on déclasse toutes les autres bennes. On n'arrive pas à avoir un taux de recyclage comme on le voudrait. Donc, c'est vraiment perfectible. Et on sera aussi regardant là-dessus comme on l'est sur la sécurité. Ça, c'est l'implantation des bennes. Donc, dans l'atelier, vous avez des petites bennes à proximité qui sont pratiques. Et si besoin, il y a le gros éco-point juste à côté. Bon, ça, en cas de besoin, on vous réexpliquera aussi à vos intervenants, je vais dire. Les remontées d'informations. Donc, nous, on va venir faire des audits auprès de vous. Hein. On va présenter à vos équipes, on va jouer notre rôle. Mais à l'inverse, vous avez aussi un rôle avec nous de transparence. Si vous voyez, je ne parle pas de délation, mais je parle des choses qu'on peut améliorer en sécurité ou des petites situations critiques, faites-nous les remonter. Parce que nous, de manière statistique, la pyramide des accidents, c'est prouvé. Quand on a une catastrophe, avant ça, on a eu des événements de plus en plus nombreux et de moins en moins graves. Donc, si on agit là, faire remonter des câbles au sol, mettre un passecasse par-dessus ou autre, des choses bénins, on ne va jamais franchir ces niveaux-là et arriver à la catastrophe. Donc là, on n'y est pas, mais il faut vraiment agir là. Et vous avez aussi un rôle, enfin, vos équipes ont un rôle de transparence avec nous et de faire remonter les situations dangereuses. Et, voilà, situation dangereuse, donc on a mis un retour d'expérience. On n'en a mis qu'un seul. C'était un intervenant qui devait refixer des crapauds en haut d'un portique sur des rails. Une opération à la base pas très compliquée ou technique. À un moment donné, il a voulu se repositionner. L'environnement de travail était un peu exigu, même si on ne voit pas trop. Il s'est repositionné, il a laissé la main à un endroit. Le chariot a avancé. Il s'est blessé. Donc c'est vraiment un accident qui aurait pu être évité. Parce qu'on demande, hein, c'est déjà la minute sécurité, ça permet de voir si on a un environnement assez dégagé. Quand on travaille à deux, repérer les risques liés à l'intervention, être vigilant. Et si jamais il y a besoin, évidemment, on n'improvise pas. On n'improvise pas, on fait un point d'arrêt et ça évitera des accidents parfois qui sont un peu, on va dire, vraiment évitables. Les causeries sécurité. Donc pour les entreprises qui viennent sur site et qui sont sur des gros projets, qui sont là tous les jours, on demande de faire une causerie sécurité par semaine. Jusqu'à présent, on ne l'avait pas trop vérifié. On récupérait les causeries qu'on nous donnait, donc c'était bien. Maintenant, on va être plus vigilant à ça. Donc la causerie sécurité, hein, vos équipes, il faut qu'il y ait un chef d'équipe, un encadrant qui rassemble les équipes, un peu comme il fait à la minute sécurité, mais il va aborder un sujet sécurité, un retour d'expérience qui s'est passé chez vous ou bien chez nous. Hein. On peut venir à ces moments d'échange en sécurité. Et voilà, ça c'est un exemple de retour d'expérience. Donc c'est juste un échange de 4-5 minutes. Ce qui est important, c'est que les équipes vous fassent des retours qui soient constructifs. Donc on demandera une causerie par semaine pour les entreprises qui sont là sur des gros projets. Et on vérifiera ça aussi pendant les audits si vous en avez fait.
Droit d'alerte, droit de retrait, bon, ça c'est du classique, c'est du réglementaire. Ce qui est super important, évidemment, c'est le droit de retrait. C'est ce qu'on explique aussi à tous nos salariés quand on fait un accueil sécurité. Eurofos n'accepte pas évidemment qu'on mette une personne en danger grave et imminent pour faire un travail. Même si c'est le vendredi soir, qu'on est pressé, on ne dit pas aux collègues ouais, monte vite sans leur nez, on se barre vite, il va tomber, c'est sûr. Tout le monde sait que si même un chef demande de travailler pas en sécurité pour faire un travail, c'est interdit, il viendra nous voir pour voir un encadrant, mais on ne pourra pas laisser passer ça. Les droits de retrait, c'est réglementaire de toute manière. Les numéros à contacter en cas d'urgence, vous les retrouvez dans les couloirs, sur les écrans de communication. Le plus important, évidemment, en cas d'accident corporel, c'est celle-ci. Faites le 18, ça vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Ce qui est surtout important chez nous, quand il y a un blessé, c'est de prévenir un HSE ou un encadrant Eurofos. Parce que quand on a des secours qui viennent, ils se présentent au poste de garde. Sur leur ticket, il y a marqué Eurofos. Ils ne savent pas où c'est. C'est tellement grand, ils vont se perdre. Ils vont mettre des fois une demi-journée à trouver. Nous, si on est au courant, il faut qu'on le soit. On envoie systématiquement une personne au poste de garde ou un préventeur qu'on a avec nous, accueillir les secours et il amène jusqu'à la victime tout de suite. On ne perd pas de temps et voilà, l'action sera efficace. Après, il y a d'autres numéros en cas d'actes malveillants liés à la sûreté ou les marchandises dangereuses. Vous êtes moins concernés. Mais surtout, voilà, pensez à faire prévenir un intervenant Eurofos pour accueillir les secours. Hein, c'est super important. Et on finit sur l'évaluation des entreprises extérieures. Donc, quand on consulte des sociétés, liées aux appels d'offres ou autres, on regarde de plus en plus, et surtout cette année, on a commencé à le faire, surtout Yannick, c'est vos moyennes de taux de fréquence, taux de gravité, avant de travailler pour nous. On regarde ça, on le compare à la moyenne nationale liée à votre code APE ou code NAF. On a la moyenne, on voit comment vous vous situez. Suivant, si c'est vraiment la cata, on va avoir une discussion avec vous, on va voir si on vous consulte. Si on a une moyenne acceptable, il n'y a pas de souci, on vous consulte. Les entreprises vraiment accidentogènes, par définition, on va les écarter ou alors on va vraiment discuter avec eux. En fait, dans le choix de nos chefs d'affaires, cette note, elle rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un barème, un calcul qui dit vous répondez à plusieurs critères et celui-là en fait partie. Donc, certaines fois, vous pouvez être bien placé pour attraper le contrat. Oui. Et sur cette note-là, moins bien placé. Et du coup, vous bloquez et c'est le suivant qui prend la place. On ne va pas toujours vous appeler on ne va pas toujours vous contacter pour vous dire qu'il y a un problème à ce niveau. Que les choses soient claires. L'équipe, elle n'est pas là pour faire en sorte que vous trouviez le contrat. Elle est là pour que vous ayez sur notre site. Tout ce qui est fait en amont, tout ce que vous pouvez faire, joue en votre faveur, effectivement. Quand on fait les appels d'offres, vous filmez dans la note de calcul, cette note-là a une étiquette. Et ensuite, on fait des évaluations. Donc, je vous expliquerai après les objectifs qu'on avait. On vous évalue avec nos encadrants techniques, voire les opérations. Les HSE, on se réunit une fois par semaine à peu près. À peu près 2 sociétés sont évaluées toutes les semaines. On regarde celles qui sont le plus présentes ou ont des opérations les plus critiques. Et on passe en revue une grille d'évaluation. On va tout traiter, la compétence, la qualité, les relations commerciales administratives avec notre acheteuse et surtout la partie QSSE et l'environnement aussi. Et là-dessus, on établit des notes. Et ça aura également un impact pour les fois prochaines, si on vous consulte ou pas. Et on a un logigramme aussi à prendre en compte pour l'évaluation. Donc, on attribue une note avec une moyenne globale. Si la société a une note satisfaisante, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à intervenir chez nous, on travaille ensemble. Si jamais la note, elle n'est pas atteinte, la moyenne, elle n'est pas atteinte, on refait une évaluation encore à la prochaine intervention. On va regarder vraiment de plus près. Si vous êtes à nouveau, si vous passez au-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes encore en dessous, là-dessus, on peut vous interdire l'accès au Eurofos en ayant bien sûr avant une réunion. On verra ce qu'on met en place en termes de moyens de sécurité, mais c'est surtout sur la sécurité qu'on va regarder ça. Ça fait partie de nos processus qualité et sécurité dans les normes et on va de plus en plus regarder ça. Donc après, voilà, en fonction des notes, soit c'est bon, soit on a une discussion, soit on vous interdit pendant un appel d'offres de venir chez nous. L'année dernière, il y avait des objectifs qui avaient été fixés, à peu près, c'est ça, 40 évaluations, 40 entreprises à évaluer. Il y en a eu 31 de faites, donc c'est plutôt bien. L'année prochaine, c'est revu à la baisse, mais parce qu'il y a des critères d'évaluation qui vont changer. La note la plus haute qui a été atteinte, donc c'est sur 10 pendant les évaluations, il y en a eu plusieurs, c'était des 10 sur 10, il n'y a pas de souci. La moyenne générale, c'était des 9-15.
Donc c'est plutôt encourageant. Hein. Le but, c'est pas de vous saquer, au contraire, c'est de regarder les points forts aussi, mais de vous dire aussi quand ça ne va pas. Et la note la plus basse, c'était 6,3. L'année prochaine, donc, les critères vont changer. On va remettre un peu à jour notre grille pour la faire évoluer, notamment sur les niveaux qu'on vous accorde pour être plus pertinent. Et on va inclure le suivi des fournisseurs, les fournisseurs qui sont critiques pour les pièces des magasins, plutôt en termes de qualité. Sur tout ça. Et envoyer des courriers aussi si jamais c'est pas satisfaisant. Au niveau des audits qu'on va faire et à l'issue de ce plan de prévention, donc là on va faire l'élaboration de la visite terrain avec Yanni. On regardera pendant les audits que le permis de travail est conforme, la minute de sécurité est conforme, et cette année, on va bien regarder que vos intervenants qui viennent chez nous, ils aient bien signé la fiche d'émargement de déclinaison du PDP. Donc ça, c'est à vous de la diffuser, et on regardera ça quand on aura des retours par mail de votre part. Avant d'aller auditer une équipe, on ira prendre la fiche d'émargement de la société, on l'aura avec nous, et les intervenants qu'il y a sur site, on regardera s'ils ont déjà eu la déclinaison du PDP. Si elle n'est pas sur les faits, on fera un rappel, mais dans tous les cas, vous serez une non-conformité, on vous en fera part. On vous prévient sur ça. Ça, c'est vraiment un des points qui peut nous être reproché en tant qu'entreprise principale auprès de nos sous-traitants. On va être très vigilant à ça. Ouais, ça c'est. Ne vous assumez pas. C'est réglementaire. C'est-à-dire que dans la salle, pas encore traité ce dossier-là, mais pour les transporteurs, ils s'amusent à ça. Ouais. Ils s'amusent à signer pour le collègue. Quand on tombe dessus, on interdit l'accès à la personne. Ouais. C'est clair. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi parce qu'on a interdit l'accès aussi. On ne peut pas se permettre sur un site de la Convention Europos, avec les dangers encourus, d'avoir des gens qui s'amusent à signer pour les autres parce que ça va public, parce que je suis aux toilettes, etc. Parce qu'une fois qu'on va le tomber dessus, on va dire moi je ne savais pas. Le mec il est mort à côté, donc je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Garantir, on a déjà eu un décès il n'y a pas très longtemps chez ce terminal. Les règles sont mises en place et on devient de plus en plus dur parce que, in fine, on doit répondre de ce qu'on a fait et de ce qu'on a mis en place. Donc, voilà, prenez-le vraiment très au sérieux. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. On demande encore une fois, on est plutôt collaboratif dans la sanction. Hein. L'équipe est vraiment là pour améliorer. Nous, quand on va sur nos bureaux, on va sur le site. Quand on constate quelque chose qui ne va pas, on n'a pas d'histoire de budget. Tout à l'heure, Maxime l'a dit rapidement, mais l'argent n'est pas une. Je veux dire ça, prenez-le avec des pincettes, ça gêne. L'argent n'est pas une limite à la sécurité. Le message, c'est voilà. Si on peut améliorer quelque chose, on l'améliorera. Et on l'améliorera pour vous. Quand c'est pour vous, à la fois, c'est pour nous aussi. Parce que vous êtes bien sur des points où on y est tous les jours. Donc, n'hésitez pas. La collaboration doit être vraiment. La transparence dont parlait Maxime doit exister. On attend la transparence tout simplement. La présentation elle est terminée. Il y a des points sur lesquels je vais passer un peu vite. S'il y a des points à éclaircir, vous nous le dites. Hein. Si vous avez des questions aussi, on est là pour vous répondre avant de passer à la visite en bus. On vous écoute. Moi, j'ai un petit point support d'information. Ouais. Moi qui travaille seul sur le quai et tout ça, je trouve qu'il y a un point qui est vraiment bien, c'est que j'ai toujours une radio avec moi aussi. Ouais. Donc, quand j'interviens sur un portique ou quoi, j'appelle sur le portique pour savoir s'il y a quelqu'un ou pas. C'est beaucoup plus facile. Okay. Donc, c'est un truc... Oui, quelle fréquence tu un peu toutes. Moi, j'ai la 16 parce que je suis en maintenance, mais quand j'arrive sur un portique, si la 16 ne répond pas, je mets sur la fréquence du portique. Ça dépend, en fait. C'est bien. Ouais. C'est un bon point. C'est bien de le faire remonter parce qu'après, c'est des choses que vous pouvez déployer à certains types de prestations. C'est bien de partager. Ouais. Voilà. Oui. Oui, j'ai juste une question de tout à l'heure quand vous parliez justement d'évaluation de l'entreprise pour lors d'un appel d'offres. Si par exemple on a besoin de sous-traiter une partie des travaux, comment est-ce que vous évaluez du coup? Est-ce que vous nous évaluez nous en tant qu'entreprise plus entreprise de sous-traitance pour le taux de risque, etc. Vous avez parlé tout à l'heure. Pour le moment, non. C'est ce qui serait applicable et ça serait logique. Mais pour le moment, vu qu'on commence à mettre les choses en place, il ne faut pas être trop exigeant dès le début. On l'applique à vous, et après, plus tard, ça sera au sous-traitant.
Des fois, dans certains types de travaux, il peut y avoir de la sous-traitance de deuxième niveau même. Là, on va essayer de regarder un peu plus. C'est surtout au niveau deuxième niveau, si ça va là. On a un deuxième niveau, on regarde le niveau de sécurité, il n'est pas bon, on ne va pas l'accepter. Parce que déjà, de la sous-traitance de deuxième niveau, c'est moyen. Mais si on la confie et qu'on autorise, c'est vraiment avec des entreprises qui ont une bonne évaluation préliminaire. Et à vous aussi de vérifier ça. Dans vos choix. Au contrat. Oui. Si vous prenez des agents qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on vous demande à vous, vous faites une audit et que vous ne pas correspondre à ce que attendez, c'est vous qui allez en pâtir. Donc, faites en sorte que vos contrats soient à la hauteur de ce qu'on applique. Alors, pour résumer, en gros, vraiment nos 3 grosses attentes. La minute sécurité, l'année dernière, on l'a déployée, on l'a contrôlée sans faire de retour. On a vu que c'était vraiment perfectible. Donc, cette année, on va être vraiment vigilant à ça. Les évaluations préliminaires et aussi les objectifs en termes de causerie et autres. La déclinaison du plan de prévention, c'est le principal pour nous. On va prendre la liste des personnes, on va comparer et si ça n'aura pas été décliné, chose qu'on fait pendant les audits, hein, on discute avec vos intervenants. On a une section où c'est vraiment réservé à l'interaction. Notre actionnaire, il est très pour les interactions et les échanges avec les personnes. Et si on se rend compte que la plupart du temps, l'année dernière, quand on posait la question, il est où le point de rassemblement? Je ne sais pas. Et le plan de prévention, on vous l'a présenté. On m'a fait signer une feuille, mais l'année dernière, c'était vraiment beaucoup de tolérance à ce niveau-là. Je pense que tout le monde comprend ici que cette année, vous comprenez les raisons pour lesquelles on sera beaucoup moins tolérant. Juste ça. Oui. Il y a des mesures particulières par rapport au risque ces réseaux qui entourent le site de Trosse. Très prochainement, très prochainement, on est en charge du dossier. Voilà, on est en train de mettre en place un plan d'organisation interne et un plan particulier d'intervention pour la préfecture. On va être soumis aux mêmes réglementations que certains sites Céveso. Donc, d'où le POI. On va sûrement mettre des masques obligatoires, qui n'étaient pas obligatoires jusqu'à aujourd'hui. Et pour votre information, on a des essais de sirènes qui vont être programmés la semaine prochaine. Et c'est un des moyens d'alerte que vous aurez, notamment dans les slides de l'année prochaine. Voilà, dès que vous entendrez une alerte, il y aura des consignes bien particulières à appliquer en fonction du type d'alerte. On est en train de travailler là-dessus cette année, ça sera sûrement mis en application l'année prochaine. D'accord. Il y aura sûrement des masques par rapport pas forcément des pare-flammes, par exemple, sur les véhicules comme dans les sites Céveso, mais les masques, je pense que ça sera le minimum que ce qu'on va demander. Et pour votre information, on est en train de mettre en place aussi un projet qui vise à faire un petit accueil sécurité, comme ça se fait dans beaucoup de sites que vous devez sûrement fréquenter. Et sachez que vous devrez le passer, vos intervenants aussi, avant d'intervenir. Au moins, nous, c'est ce qui nous donnera de la déclinaison du plan de prévention qui aura été faite ou non. Ouais, vous, en quelque sorte, vous vous rapprochez un peu des fameux GIES. C'est ça, exactement. Ça sert à rien de réinventer ce qui marche bien. On le duplique ici et voilà. Par contre, on n'est pas soumis à GIES. Non, il n'y en aura pas, je vous rassure. Le GIES, c'est vraiment propre au MAS. Hein. Nous, on n'est pas soumis au MAS, c'est vraiment propre au MAS, le GIES. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous invite à prendre une petite collation et vous dirigez doucement vers le bus. Vous allez tout au bout et il est garé à côté du vieux bâtiment sur la gauche. On envoie la l'issue du plan de prévention, on envoie le support, le document et la vidéo. Maxime sera connu.